Irina, on commence. Mais par contre, comment on fait, Irina, pour être le... C'est moi qui l'ai. Ah, ok. Bon. Ok. Bon, mais merci en tout cas. Comme disait Jean-Baptiste. Ah, d'accord. Voilà, donc moi je suis Laurence Gilbert, donc je suis chef d'orchestre et notamment de Insula Orchestra qui va donner un concert ce soir sur la. Ah bah voilà, Julie. T'as amené du monde, j'espère. Non. C'est vrai que pardonnez-moi. Bonjour. Attends, je vais prendre le petit micro, regarde, comme ça je ne vais pas t'embêter. C'était important, mais c'est vrai que c'est des rencontres, donc comme c'est des rencontres, ils sont tous en train de se parler. Mais il y a un moment donné, j'aurais dit, là franchement, nous avons cette chance inouïe d'avoir cette présentation de réalité virtuelle. Vous en avez parlé peut-être, dans les casques, qui sont juste devant, à côté du Cinémobile. Voilà, Beethoven War, et puis ce soir évidemment le concert. Et donc merci encore d'avoir joué le jeu et de tout ce que tu fais en musique et images, de cette curiosité aussi pour le manga que nous adorons. Voilà, merci. Merci et surtout Julie de nous inviter à ce magnifique festival que je découvre. Là, je suis fascinée parce que j'adore cette ambiance. Vraiment, c'est formidable. Oui, alors donc, on commence officiellement. Donc, donc moi, je suis Laurence Equilbet, donc chef d'orchestre de cet orchestre Insula Orchestra, qui est en résidence à la scène musicale sur l'île Seguin, Boulogne-Billancourt. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est une très belle nouvelle salle. Et la spécificité de cet orchestre, c'est qu'il joue sur instruments d'époque, qui sont d'ailleurs souvent des copies. Et à chaque époque, chaque style, on change d'instrument. Donc, on est très proche comme ça de la couleur qu'a voulu le compositeur et surtout des balances qu'a voulu le compositeur. Alors avec beaucoup de compromis évidemment, parce que les salles sont beaucoup plus grandes qu'à l'époque. Voilà. Ensuite, quand on m'a proposé ce projet, c'était en 2010 que le département des Hauts-de-Seine et Patrick Devedjian sont venus me demander de faire un projet pour l'île Seguin. Donc j'ai proposé la création de cet orchestre et surtout l'ADN, c'était l'exigence artistique évidemment, mais aussi l'ouverture et aussi le travail sur la jeunesse parce que le département est très très engagé sur la jeunesse, les jeunes gens. Et on a une de nos, je ne sais pas si on a des images. Ah, tout passe. Moi je vois rien. Ah oui, d'accord. Très bien. Bah, vous voyez l'auditorium, là, qui est une magnifique salle qui a été construite par Shigeru Ban, qui est un architecte japonais. D'ailleurs, le plafond est à moitié en bois et en carton, parce que c'est quelqu'un qui construit aussi des maisons en carton pour les gens défavorisés. Il y a une acoustique vraiment exceptionnelle. Et donc, un des ADN de l'orchestre, c'était déjà de toucher un nouveau public, parce que nous, on appartient à cette mission de service public, et pour renouveler aussi le rapport de la musique avec les jeunes. Et donc, on fait beaucoup de projets musique pure. Évidemment, moi, j'adore la musique pure, évidemment. Mais on fait aussi beaucoup de projets avec des nouvelles écritures et surtout avec des visuels très renouvelés et des expériences. Là, c'est le Requiem de Mozart, les fragments originaux avec Johann Bourgeois, qui est un circassien. Et donc, chaque année, on fait une ou deux créations scéniques, ce qu'on appelle des créations scéniques. Et aujourd'hui, là, c'est un projet avec Antonin Baudry, La Nuit des Rois de Robert Schumann. Et c'est avec Antonin Baudry qu'on a fait ce projet Beethoven Wars. Donc on est sur ces formats vraiment innovants, mais aussi avec l'idée, ça c'est un peu la pop qui nous apprend ça, c'est que quand vous avez une grande œuvre qui vous intéresse, vous ouvrez beaucoup de portes autour, vous créez une constellation d'autres projets autour, que ce soit des formats numériques, que ce soit des formats de BD, que ce soit pour vraiment donner aux gens le maximum de portes pour pouvoir rentrer dans les œuvres. Et évidemment aujourd'hui avec beaucoup de réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée. Je pense que la réalité mixte, d'ailleurs, a un très grand avenir devant elle. Et c'est ça qui nous a amené à candidater pour le projet France 2030 autour de... ça, c'est le petit premier manga, notre histoire avec la Human Academy de Angoulême, qui est une école de manga qu'on avait fait faire un concours. Et je vous parle de ça parce que c'est justement ça qui a permis d'avoir l'idée de ce Beethoven Wars. Donc l'idée, en fait, elle m'est venue justement en partant d'Angoulême, dans le train.
Et ça fait longtemps que j'aime beaucoup ces partitions de Beethoven qui sont des musiques de scène. Donc les musiques de scène, c'est des musiques qui accompagnent une pièce de théâtre. Donc la plus connue étant Egmont, avec la pièce de Goethe. Et moi j'aime beaucoup Le Roi Stéphane et les ruines d'Athènes, qui ont été créées le même jour pour l'inauguration d'un théâtre à Pest, et qui racontent à la fois l'histoire de la nation hongroise en l'an 1000, c'est donc le roi Stéphane qui crée la nation hongroise, et puis ensuite il y a une deuxième pièce qui est plutôt dans la mythologie, et qui raconte l'importance des arts et pourquoi les barbares détruisent des œuvres d'art. Donc avec Antonin Baudry, en rentrant de ce train, dans ce train, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, Beethoven, toutes ces valeurs, c'est des valeurs manga. C'est des valeurs humanistes, des valeurs utopistes, c'est vraiment l'importance de l'art pour l'humanité. Et donc, il y a vraiment un rapport très fort avec le manga. Et donc, en arrivant à Paris, j'ai appelé Antonin, je lui ai dit, écoute, ça te dit un projet Beethoven dans le manga? Et comme il est un peu fou, un peu aussi, il m'a dit, oui, on y va. Et ce qui était intéressant, c'est que on a vraiment essayé de travailler. On a pris ces pièces, on les a transposées. On racontera rapidement l'histoire tout à l'heure. On les a transposées dans l'univers manga, dans l'espace et dans le futur. Elle parle beaucoup de liberté, de paix, de guerre et de fraternité et de transcendance. Donc, et ça fait un film à peu près d'une heure qui a d'abord un spectacle immersif et ensuite qui va avoir lieu des déclinaisons. C'est à ce moment-là que je rentre en scène. Bonjour, on m'entend correctement? Ouais. Oui. Je suis Émilien Desson. J'étais directeur des effets spéciaux pendant un peu plus de 20 ans et je suis devenu producteur artistique ou producteur VFX depuis une dizaine d'années. Et avec ce background, eh bien, je travaille régulièrement avec le CNC pour les commissions d'attribution de financement. Voilà. Et où ils me demandent, enfin, on est plusieurs en commission, ils nous demandent notre avis, et puis on dit, bah, ce projet-là, il est intéressant, il fait avancer l'état de l'art, ce projet-là, moins. Et dans le cadre d'une de ces commissions, eh bien, un des autres commissaires, c'est Antonin Baudry. Et donc, on travaille ensemble sur ces commissions, puis à la fin d'une commission, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai un projet complètement fou. Laurence Equilbet, la chef d'orchestre, que je ne connaissais pas, évidemment, parce que c'est pas mon monde, c'était pas mon monde à ce moment-là. Laurence Equilbet, la chef d'orchestre, veut faire un projet qui mélange Beethoven et l'animation, un projet immersif. Qu'est-ce que t'en dis? Viens, on va se rencontrer, on va travailler là-dessus. Et effectivement, on se rencontre. Moi, je tombe amoureux de ce monde. Je vois qu'il y a des choses à faire extraordinaires et surtout un projet qui sort complètement des sentiers battus, en tout cas de ce que moi j'ai l'habitude de faire. Première question qui me pose, bon alors on veut faire du manga, c'est intéressant, on imagine faire ça, on hésite entre deux mondes, peut-être un monde médiéval fantasy ou un monde de science-fiction. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font de l'animation, mais faire des chevaux, des chevaliers, des forêts, ou faire des étoiles, des galaxies et des vaisseaux spatiaux, en termes de facilité de fabrication, c'est incomparable. Donc je pousse évidemment pour que le projet soit transposé dans un univers de science-fiction. Et à l'aide de partenaires, on commence à rentrer dans la fabrication du tout début du projet, donc storyboard et animatique, et on commence à mettre en image ce projet-là. À ce moment-là, on a besoin de faire rentrer des studios de fabrication, des studios de production, que ce soit pour l'image, le son, l'animation, le compositing, pour ceux à qui ça parle. Et moi, j'ai l'habitude de travailler avec un producteur exécutif qui s'appelle Jean-Baptiste Guilloni, qui va prendre le relais. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis arrivé effectivement à ce moment-là, au moment où il fallait justement fabriquer le film. Donc ça, c'est un peu ma partie de fabriquer des films. Mais celui-ci, c'était un peu une comète, parce que c'était un film qu'il fallait faire sur la base de musique existante, avec un storyboard qui était déjà avancé. Donc, on est rentré en production avec plusieurs partenaires qui étaient déjà aussi dans les discussions créatives du début. Il y avait juste, le studio Je suis bien content pour la partie 2D. Donc eux, c'est un studio qui ont l'habitude de faire des dessins animés. Nous, aux Improductibles, on s'est occupé de faire le compositing, le montage, les 3D, enfin toutes ces séquences-là. Et on a aussi travaillé avec un studio son qui s'appelle Au Bahamas pour le sound design, l'enregistrement des voix et le mixage, évidemment.
Mais ce projet, c'est pas seulement la fabrication d'un dessin animé ou d'un objet visuel, c'est également une dimension immersive. Une dimension immersive pendant le concert et une dimension immersive après le concert. Donc la dimension immersive pendant le concert, c'est diffuser l'image sur l'ensemble de la salle, donc avoir un écran gigantesque. On a fait un écran de 500 mètres carrés, ça représente à peu près 2 terrains de tennis, courbe, et une diffusion sur les parois de la salle pour avoir une vision à 180 degrés, un peu plus d'ailleurs, je crois qu'on était un peu plus de 200 degrés de vision pour que ça sorte du champ visuel et qu'on ait une immersion totale pendant le spectacle. Et ça a demandé également la participation et une recherche et la participation d'ingénieurs, de fabricants de toiles particulières qui sont transsonores pour ne pas abîmer la qualité de l'acoustique merveilleuse de cette salle, mais également des sociétés de projection spécialisées dans la grande image, etc. etc. On peut voir le trailer peut-être des improds. Comment? D'abord, on va parler un petit peu. Pour résumer brièvement l'histoire. Oui. Alors, je termine juste sur cette idée d'immersivité. C'est une salle qui est merveilleuse, mais c'est une salle qui est faite dans un bois très précieux et qui n'est pas du tout une salle prévue comme une grande salle de concert moderne avec des zones pour accrocher des câbles, des décors, des projecteurs, etc. Et donc, on a dû réellement venir mettre notre installation immersive dans cet écrin sans rien toucher. Alors Voilà. peut-être, juste avant de vous raconter rapidement l'histoire, vous dire aussi que contrairement à la vraie œuvre, où il y a de la musique, du texte, parfois des mélodrames, c'est-à-dire du texte sur la musique, là il y a de la musique tout le temps, et donc les images ont été faites sur la musique, donc à l'inverse de d'habitude. Et moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans cette œuvre, c'est qu'il y a des mélodrames absolument géniaux. Donc nous, on les a restaurés, mais avec d'autres textes dessus, parce que c'était une adaptation. Et quand je l'ai déjà fait en concert, cette œuvre, et en fait, ça marche pas tellement, parce que vous verrez, il y a une scène de paix avec seulement des cordes, et ça dure 1 minute. Et en concert, si vous la faites comme ça avec Nilo, ça n'a pas d'intérêt, tandis qu'en situation dramaturgique, c'est vraiment fantastique. Voilà, et je t'en prie. Non, mais Résumé de l'intrigue. Oui, résumé de l'intrigue. Gisèle et Stéphane sont enfants sur une planète et ils appartiennent à des familles différentes qui se fâchent et décident de rentrer en guerre. Et Gisèle se retrouve embarquée dans son côté de sa famille, évidemment, et elle en prend la direction guerrière. Elle prend un nom de guerre, Athéna. Et Stéphane se retrouve embarqué dans sa propre famille et se retrouve roi Stéphane, chef de guerre également. Les deux familles se battent jusqu'à la destruction de leur planète. La planète est détruite et ils se retrouvent en exode. Après plusieurs mois d'exode, ils se retrouvent, les deux armées, face à face. Et Athéna propose un combat singulier entre les deux chefs de guerre pour éviter de tuer encore des gens, puisque la majorité de l'humanité a été décimée par la destruction de la planète. Plutôt que de se battre jusqu'à la mort, Stéphane reconnaît en Athéna la petite fille avec laquelle il jouait et décide de lui proposer la paix. Donc une paix est signée, mettant en avant l'art et la culture. C'est merveilleux. Ils assemblent tous les vaisseaux spatiaux avec lesquels ils ont quitté la Terre et ils fondent une humanité dans une station spatiale qui dérive et qui tente de rejoindre la Terre, berceau de l'humanité. Après un voyage, ils retrouvent la Terre, descendent sur la Terre pour en explorer, la vie. Et malheureusement, toute vie sur Terre a été détruite par les guerres précédentes. Il n'y a plus d'animaux, il ne reste sur Terre que des plantes et des armées automatisées qui continuent de tirer sur tout ce qui bouge. Nos deux héros se retrouvent à quitter
quitter la Terre et ne pas pouvoir réinstaller l'humanité sur Terre. Et bien, c'est 2 peuples qui partent maintenant comme un seul peuple, en paix, mais en errance infinie. Et Gisèle, quand ils reviennent, Gisèle est dans le coma, et donc elle reste quelques années dans le coma. Et donc elle se réveille au bout de quelques années, et pendant ce temps-là, ils ont construit dans la station spatiale un théâtre. Et donc Stéphane l'amène pour voir ce théâtre. C'est assez naïf, mais c'est très fort, et c'est vraiment toute génération, on le verra tout à l'heure. C'est une belle mise en abîme. Le trailer, c'est bien. Alors, Merci. c'est sympa, c'est dessiné, c'est du manga, mais comme c'est immersif et que c'est gigantesque, eh bien, les résolutions auxquelles on a dû travailler sont également gigantesques. Et donc, ça a été, en termes de fabrication, très, très complexe et très lourd pour ceux qui peuvent comprendre. Ça, on a travaillé sur des images en 16K. Voilà, votre télé, c'est 2K. Une belle télé toute moderne, c'est 4K. 8K, c'est déjà 4 fois plus grand. Et 16K, c'est encore 4 fois plus grand. Donc, c'est des images qui sont monumentales. En montage, c'est extrêmement complexe à monter. Et pour ne rien gâcher, comme c'est diffusé sur des écrans qui font plusieurs dizaines de mètres, eh bien, on ne peut pas travailler à 25 images par seconde. On est obligé de travailler à 50 images par seconde. Donc, quand vous multipliez tout ça, on se retrouve avec une masse de travail en fabrication qui doit être à 20 ou 30 fois celle de la même image fabriquée pour un film cinéma. Le master du film, juste pour l'anecdote, il fait 2 Tera. Voilà. Il faut un beau disque dur. Du coup, je fais une petite transition pour parler d'un outil qu'on a développé aussi, qui était vraiment dédié au spectacle vivant, c'est-à-dire à toutes les représentations qu'on a pu faire. C'est un pupitre vidéo qui permettait à Laurence d'avoir l'œil sur ce qu'il y avait en termes de synchronicité entre nous, le film qui était joué, elle, sa partition. Et ben voilà, on en voit un exemple. En fait, c'est un peu comme dans le doublage, c'est-à-dire qu'on avait une bande rythmo avec la partition qui se jouait. Ouais. Et l'idée, c'était non pas que ça soit joué comme un clip, mais d'avoir un repère pour qu'à la mesure, à 2 mesures près, on se retrouve. Et nous, comme le film était découpé en plusieurs séquences, avec des, comment on appelle ça, des poignées, on pouvait soit s'attendre, soit se rattraper. Et puis maintenant, on n'a même plus besoin de ça. Oui, moi j'attends parce que ce projet va être repris par d'autres orchestres. Et donc j'attends le chef qui va suivre le pupitre. Parce qu'en plus, ce qui est dur, c'est que c'est mes tempi, puisque c'est moi qui l'ai créé, donc c'est ma vitesse, qu'on va dire. Donc la musique que vous entendez, c'est moi qui ai décidé à quelle vitesse on le faisait. Peut-être que des chefs ont d'autres idées, mais ils seront quand même obligés de me suivre. Voilà, oui. C'est comme ça. Ils seront obligés de marcher dans tes traces. Et en fait, oui, avant qu'on parle peut-être aussi des autres déclinaisons, je voulais quand même vous raconter la petite histoire du concours de France 2030. Donc, on a répondu à un appel à projet qui était spectacle vivant augmenté. Voilà. Et comme nous, on est musiciens classiques, on adore évidemment le spectacle vivant parce que la musique classique en live, c'est irremplaçable. Et les vibrations que vous pouvez ressentir, c'est vraiment autre chose qu'un disque, même si on aime beaucoup les disques. Et donc, on avait proposé à France 2030 donc, ce spectacle immersif et en déclinaison un film de cinéma, en déclinaison des formats VR, donc des petits épisodes qu'on a découpés spécialement pour les formats au casque en 360, enfin disons plutôt en 210, hein, disons. Et ensuite, le film redécoupé en lieu immersif. Ça va peut-être être le cas bientôt au Grand Palais Immersif.
Et puis aussi dans un nouveau lieu qui s'appelle Alcove, qui n'est pas encore construit, mais c'est une société qui veut construire des lieux circulaires où on peut être 150 à l'intérieur pour justement des projets audiovisuels et notamment avec la musique classique. Donc ça, on attend aussi cette alcôve bientôt. Et puis donc voilà, c'était vraiment spectacle vivant versus les déclinaisons qui sont pour nous aussi très importantes pour atteindre un public qui n'aurait peut-être pas l'occasion de venir en salle de concert. Donc les déclinaisons. Oui. À l'extrait. Ah oui, alors l'extrait. La guerre avait perdu la partie. Que le flambeau des lois nous éclaire et nous protège. Nous cultiverons les arts et les sciences pour inspirer les hommes. La gloire des armes disparaîtra dans le flot des temps. Et nous ferons renaître le rêve et la sève. Bon, moi, ça, c'est une de mes scènes préférées. Et là, quand il y a le point d'orgue à la fin, je m'amuse à le tenir hyper longtemps, hyper longtemps. Ça nous amuse, nous, moins. Hein. Non, mais, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie œuvre, cette marche solennelle, marche spirituelle d'ailleurs, ça s'appelle, accompagne le vrai traité de paix en Hongrie en l'an 1000. Dans la vraie histoire. Donc c'est vraiment Beethoven l'a composé pour une signature de paix. Donc je trouve qu'avec ces images-là, c'est vraiment incroyablement émouvant quand ça arrive, parce que c'est Gisèle et Stéphane qui se réconcilient, enfin, en quelque sorte, et c'est une très très belle scène. Ça me permet de rebondir d'ailleurs sur une particularité de ce projet, c'est que quand on arrive sur le projet, le son est déjà posé, la musique est déjà là. Donc on n'est pas du tout dans le système classique où on a un film et puis il y a une bande originale qui est composée pour le film. Là, on a d'un côté les musiques que Laurence a sélectionnées, mis dans un certain ordre, et à côté l'histoire du livret original de 2 œuvres de Beethoven qui ont été rassemblées dans une histoire. Mais il a fallu écrire un film en mettant l'image sur le son et pas le son sur l'image. C'était quelque chose de nouveau pour nous, parce que on peut faire ça, on a peut-être déjà fait ça sur des clips musicaux, mais le faire avec une narration derrière, c'est quelque chose qui était un drôle de jonglage. On se retrouve avec des œuvres qui sont parfois un petit peu contrastées par rapport à ce qu'elles portent en narration. On a des marches militaires qui sont un peu joyeuses parce que c'est censé être des marches de marche au pas. Et nous, on fait marcher des armées sur ce son-là. Et en fait, on s'est un petit peu libéré de ça en repensant au travail de Kubrick, qui utilise de la musique classique pour montrer des horreurs absolues, notamment dans Orange Mécanique. Ça nous a libérés et on s'est permis de le faire. Et c'est vrai qu'on a des passages qui sont contrastés entre la narration et le son et la musique et qui marchent
particulièrement bien, peut-être en apportant quelque chose de surprenant et de nouveau et de cool à regarder, plutôt que d'avoir une histoire qui raconte une image, qui raconte un son, et que tout soit parfaitement lisse, et d'avoir pas des aspérités, mais des contrastes entre le son et l'image. C'était quelque chose vraiment jouissif à faire. Oui. Oui, j'ajoute juste que effectivement dans le projet, on avait le problème avec Antonin, c'est que l'ouverture de Roi Stéphane est plutôt très positive, etc. Et donc, en fait, on s'en est vraiment sorti en imaginant que cette musique qui était plutôt joyeuse avec des bombes dessus, c'était l'enfance perdue. Et comme on voit Gisèle et Stéphane enfants avec leurs petits chiens et tout, et qu'on voit ce que ces enfants vont subir, avec des bombes sur une musique qui était plutôt bienveillante, et ça marchait incroyablement. Voilà, donc c'est ce genre de détournement qui était aussi intéressant à faire. Encore une autre particularité de ce projet, nous on travaille parfois avec Jean-Baptiste sur la très grande image, des très grandes images, que ce soit projetées sur des bâtiments ou lors de shows ou d'événements privés. On a besoin, quand on travaille sur de la très grande image, de ralentir les effets pour pas que les gens soient en train de faire comme ça pendant 1 heure, parce qu'au bout de 10 minutes, les gens en ont marre. C'est pas comme au cinéma où on a une vision qui est bien droite, bien calée. Là, on se retrouve avec des événements qui dépassent le champ de vision. Et donc, également dans la narration visuelle, aller ralentir le tempo, faire des événements qui soient posés à des endroits judicieux. Et ça nous a amené vers cette logique que Laurence a nommée le motion manga, parce que en fait, c'est plus des cases de bande dessinée dans lesquelles on est, plutôt qu'un dessin animé habituel. On entre dans une case de bande dessinée. Alors techniquement, on lui a donné de la profondeur, on a fait des effets de parallaxe, pour ceux qui connaissent un petit peu, de la particule, voilà, on habille, on anime, etc. Mais on est quand même sur des cases de BD lentes, posées, et avec des actions qui sont localisées, qui prennent le temps, et qui prennent également le temps d'aller voir les musiciens. Parce que c'est un spectacle immersif d'images et de musique, mais c'est un spectacle où la musique n'est pas enregistrée, c'est de la musique live. Et donc regarder des joueurs de harpe, des joueurs d'harmonica de verre, ou des chanteurs, que ce soit le chœur ou les chanteurs solistes, c'est merveilleux à regarder. Moi, c'est pas mon monde, c'est ce que je vous disais en début d'intervention. Moi, j'ai plongé dans ce monde-là, et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un orchestre un concert avec des chœurs, mais ça vous attrape. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que de l'écouter au casque ou à l'enceinte. Et du coup, on voit les gens chanter, et puis souvent, enfin pas souvent, l'émotion, ils sont presque en train de jouer. C'est presque des comédiens, ils jouent l'émotion de ce qu'ils chantent pour que ce soit chanté avec force. Et donc on a l'image qui est là, on a cette case de bande dessinée qui est là. Merci. Et on descend, voilà. Non mais. Je l'arrête un peu parce qu'il est. Ah bah sinon je continue. Hein. Tu voulais dire sur les déclinaisons peut-être? Sur les déclinaisons, alors on fait un virage technique, mais sur les déclinaisons, en tout cas, on peut. En fait, tout était possible puisqu'on part d'une très grande image. Et le fait qu'on parte d'une très grande image, ça nous a permis de penser d'emblée à pouvoir en faire une version cinéma. Donc la version cinéma, elle a quelques ressemblances techniques, en tout cas, et dans l'intention avec Fantasia, parce que vraiment, on a une bande musicale existante et de l'animé, donc c'est un peu, ça se rapproche. Donc on a fait cette version qu'on a testée ce matin auprès de Scolaire, et je crois que ça fonctionne très bien. On a donc, grâce à cette grande image, la possibilité de faire un format en VR, puisque là, on s'amuse du principe, c'est-à-dire on fait revivre la scène à des spectateurs en mettant un casque. On est à la meilleure place de la scène musicale dans cette salle, et on peut retrouver le spectacle. Alors c'est découpé parce que la VR, c'est dur de garder un casque pendant 1 heure, donc là au moins c'est découpé en 6 bouts et 5 épisodes ou 6 épisodes. Et les autres expériences qu'on peut retrouver, après il y a l'utilisation au web classique, donc ça c'est pour pouvoir le regarder sans être spécialement au cinéma ou à la télé. Il y a une autre expérience qui va venir, c'est le fait de projeter le film dans des dômes, tu en parlais tout à l'heure. Donc il y a la salle qui s'appelle... Jam Capsule, non?
Le GPI, Ah, merci, le Grand Palais Immersif. Grand Palais Immersif. Et probablement l'Atelier des Lumières. Donc voilà, on est sur ces possibilités-là, et tout ça part de l'idée, enfin de la possibilité technique, grâce à cette grande image qui nous permet vraiment d'exploiter très loin ce projet. Voilà, peut-être un petit mot sur la création. On l'a fait, cette œuvre, à la scène musicale plusieurs fois. On l'a fait aussi à l'Opéra de Rouen-Normandie, à Aix-en-Provence, et puis à Hong Kong. Donc on est déjà à plus de 15 000 spectateurs. Et surtout, on s'est aperçu qu'il y avait, on a fait des statistiques avec les publics, 63% de nouveaux publics, et la moitié de la salle avait moins de 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose aussi à retenir. Et je crois aussi, Émilien, tu as été frappé par... Alors, en sortant d'un des concerts avec Jean-Baptiste, on aime bien aller boire un petit verre pour souffler. Et Ça c'est fait vrai. peur. Donc, je sais pas, c'était le deuxième ou le troisième concert. On va au petit café qui est à côté de la salle de concert. Et en fait, on vient saluer à la fin du concert. Et il y a une famille, papy, mamie, papa, maman, le beau-frère, la belle-sœur, 3 enfants. Et le grand-père nous voit, nous reconnaît et nous appelle. Il nous dit, écoutez, c'est la première fois qu'on va au spectacle tous ensemble. C'est la première fois que moi, je vois du dessin animé et que je prends plaisir, et que mes petits-enfants écoutent de la musique classique en concert et prennent du plaisir. Et en fait, ce côté transgénérationnel, on l'avait un peu senti, mais on ne pensait pas que ça allait être un élément aussi frappant et aussi fort. En tout cas, on avait fait aussi tout un programme d'activation des communautés. Et on a eu beaucoup de cosplay ou d'événements un peu marrants autour de ce projet. Et on a travaillé avec une agence de communication qui s'appelle Rosebeef. Je ne sais pas pourquoi c'est ce nom, mais en tout cas, c'est Rosebeef. Ils ont changé de nom. Mais d'ailleurs, les noms des studios sont marrants. Les Improductibles, déjà, Je suis bien content. Enfin, Aux Bahamas. Enfin, bon, bref, c'est marrant. On peut peut-être voir le trailer Rosebeef alors ? Pop music icons are ruling the kingdom of music, in France and in people's hearts. Wait, what's that? Ludwig van Beethoven. Well, he is less alive and not on our playlist right now. You probably think he's old, cold, and elitist. Everything that music should not be. Insula Orchestra presents Beethoven Wars, the first immersive experience mixing live music with a manga video specially designed for the experience. A story about war, peace, love, and space conquest. It's got everything, and a gigantic immersive screen. How can Insula spread the word to young people about this show and change their minds about classical music? By talking to them on their favorite platform, Spotify. Trailers are everywhere, but never on Spotify. For the first time, a show will display 3 exclusive trailers using Spotify Canvas, the platform's 7.9-second video loop playing while a song is on. How? We divided the trailers in several 7.9-second tracks, each track featuring a different video piece, and posted them on the orchestra's Spotify account. Now let's get people to visit this playlist. We reinvented the typical show poster, turning Spotify codes into illustrations. 3 posters, each one featuring a different Spotify code, were displayed in Paris. Each code offered the possibility to discover an exclusive trailer of never-seen-before images, bringing Beethoven's music back to life. The results? More than 13,000 people visited the orchestra's Instagram page, and more than 160,000 people watched the entire video. Overall, it reached more than 1 million impressions, providing the show both a younger audience and greater media coverage. Cette fois à la scène musicale à Paris, un ciné-concert Beethoven Wars. So finally, young people are enjoying classical music. Voilà, c'est un
peu un study case, mais c'était marrant. Voilà. Donc, en tout cas, pour conclure peut-être cette présentation, vous dire qu'on est très content aussi que d'autres orchestres se soient emparés de ce film, que le film, il y aura aussi une séance demain, je crois que c'est à quelle heure 10h, dans le cinéma qui est juste à côté, là. Cinémobile. Voilà. Et effectivement, le bémol, on va dire, de ce projet, c'est le modèle économique, parce qu'heureusement qu'on a eu France 2030, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Et puis, effectivement, cette idée aussi que la musique classique très importante pour l'humanité, et notamment pour les jeunes. Et ça nous encourage aussi à explorer davantage ces nouveaux univers. Et on a un projet avec Egmont, qui est donc une musique de scène de Beethoven autour de la pièce de Goethe, qu'on va essayer de transposer dans le cyberpunk. Avec du cuir et des noms roses. C'est ça. Voilà, je sais pas si... Et des implants cybernétiques. Et ce sera cool. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est tout à fait l'idée, ouais. C'est tout à fait l'idée. Après, techniquement, on est très proche de pouvoir faire une déclinaison sur ces salles-là. Donc après, c'est réellement juste l'opportunité. Et là, tout ça se met en place assez rapidement, puisque la première projection cinéma, donc c'est la version sans orchestre, c'était ce matin. Donc maintenant, le bal est ouvert. Absolument. Bah, y a le planétarium qui peut recevoir ce type de film. À Valence, tout à fait. Bon, il y en a une aussi à Las Vegas, mais elle est un peu énorme celle-là. En tout cas, oui, on espère. C'est l'idée que ça puisse aussi se transmettre par ces salles-là. Est-ce qu'à votre avis, apparemment, il y a une campagne de com musclée, et tout ça. Vous pensez que les gens sont venus plus pour Beethoven? Je pense en tout cas, c'était vraiment. On a d'ailleurs choisi un type de manga qui s'appelle Seinen, qui est pour les jeunes adultes. Nous, on a vraiment ciblé ce public, même si c'était plus large que ça. Et effectivement, on a fait une campagne de pub qu'on fait rarement autant, parce qu'on voulait vraiment parler à ces jeunes. Et là, il y avait énormément de premières fois, je crois que c'était 63% de gens qui n'étaient jamais venus à un concert classique. Donc je crois qu'ils sont beaucoup venus pour le manga et qu'ils ont découvert. Et en plus, en fait, là où on jouait sur du velours, c'est que souvent, les films de manga, il y a de la musique symphonique dedans. Donc déjà, le son était déjà familier. Après, c'est souvent des musiques spécialement composées pour le film. Là, c'est des musiques patrimoniales, on va dire. Mais en tout cas, il y avait une vraie habitude pour ces jeunes d'entendre du symphonique sur le manga. Ben, j'ai l'impression. Alors ça, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en détail de ça. Les pièces originales donc, sont de August von Kotzebue, très connu. Mais donc on a vraiment gardé certaines phrases qui sont dans les pièces. Et ensuite, on a été trois à faire le premier synopsis, donc Antonin Baudry, Martin Kénéen, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui travaillait aussi à France Culture dans l'émission qui s'appelait La Table ou un truc comme ça. Non, oui, je ne sais plus. Et moi. Et donc, on a fait un premier storyboard, mais qui est sorti à 4 millions d'euros. Donc, parce que le dépouillement a fait que c'était beaucoup trop. Voilà. Et donc, on a retravaillé une version qui était plus simple en termes d'histoire. Et franchement, tous les dialogues ont été inspirés par les pièces de Kotzebue, même si parfois on a pu rewriter un peu pour être plus en résonance avec aujourd'hui. Et puis le fait que ça se passe dans l'espace, évidemment, ça a changé un peu. Et puis on a travaillé aussi avec Arthur Quack, notamment aussi sur les dialogues. Pour les images, donc effectivement, Arthur Quack, qui est un réalisateur de dessins animés, qui a travaillé sur storyboard et sur une partie du développement visuel. Pour le caractère design manga, qui a été vraiment compliqué pour arriver à quelque chose de vraiment qualitatif, on est passé par 3-4 étapes, et on a fini avec un des caractère designers de Jujutsu Kaisen, pour ceux qui connaissent. Benjamin Faure. Voilà. Et quand on a eu l'occasion d'avoir accès à ce niveau qualitatif, tout s'est déverrouillé d'un seul coup. Voilà, c'est devenu facile. Et
Pour les arrière-plans, eh bien, c'est ce qu'on appelle du speed painting. Voilà, ça donne un côté un peu peinture, puisque effectivement, on avait envie d'avoir un contraste entre le dessin cerné en avant-plan des personnages et les arrière-plans peints. Et donc, on n'a pas d'artiste à proprement parler qui a donné une direction franche aux arrière-plans. C'est le travail d'Arthur Quoc en fabrication et peut-être Samuel. C'est quoi son nom de famille? Il y a Mathias. surtout, Mathias, pour voilà. ne pas citer, mais effectivement, ça a été un travail d'équipe pour les décors. Mais il y avait quand même l'idée de faire du speed painting et qui est un style très particulier, qui se marie très bien avec le manga en fait. C'est deux contrastes. Et en tout cas, vous dire aussi qu'il y a une version française qui existe, le film, mais aussi une version anglaise dont on s'est servi à Hong Kong, sous-titré en mandarin. Oh, Si, que il y a des poignées. Si, oui. En fait, le film, il est tirable sur la durée. Il fait, on va dire 1 heure, mais on peut jouer 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins. Oui, Oui. il est découpé en 22 séquences. Et oui, alors c'est pour le coup, ça devient un peu l'usine à gaz, mais c'était complètement l'intérêt du spectacle et ce qui nous enflammait tous un peu dessus. Parce que quand en spectacle, on top les dialogues, on top tout en fait. Donc c'est vrai qu'il y a tout en coulisses, il se passe énormément de choses pendant que ça joue et il faut mieux me battre avec l'interphone. Merci. Merci, De nous avoir merci écoutés. beaucoup. Merci à tous.